Trois hommes dans un bateau de Jérôme K. Jérôme. Chapitre 1er. Nous étions quatre. George, William Samuel Harris, moi-même et Montmorency. Réunis dans ma chambre, nous fumions et causions de nos misères physiologiques, bien entendu. Il est vrai que nous nous sentions plutôt patraques et cela ne manquait pas de nous inquiéter. Harris déclara qu'il éprouvait parfois de tels accès de vertige qu'il ne savait presque plus ce qu'il faisait, et George nous assura qu'il en allait de même pour lui, à cette différence près que lui ne savait plus du tout ce qu'il faisait. Chez moi, c'était le foie qui n'allait pas. J'en étais convaincu parce que j'avais lu une réclame pour un produit pharmaceutique contre le mal de foie. On y détaillait tous les symptômes susceptibles de vous apprendre que vous avez le foie détraqué. Je les présentais tous. C'est une chose des plus curieuses, mais je n'ai jamais pu lire ce genre de littérature sans être amené à penser que je souffre du mal en question sous sa forme la plus pernicieuse. Le diagnostic me semble chaque fois correspondre exactement aux symptômes que je ressens. J'ai toujours en mémoire cette visite faite un jour au British Museum. Je voulais me renseigner sur le traitement d'une légère indisposition dont j'étais plus ou moins atteint. C'était, je crois, le rhume des foins. Je consultai un dictionnaire médical et lus tout le chapitre qui me concernait. Puis, sans y penser, je me mis à tourner les pages d'un doigt machinal et à étudier d'un œil indolent les maladies en général. J'ai oublié le nom de la première sur laquelle je tombais. C'était en tout cas un mal terrible et dévastateur, mais avant même d'avoir lu la moitié des symptômes prémonitoires, il m'a paru évident que j'en souffrais bel et bien. Un instant, je restai glacé d'horreur, puis dans un état de profonde affliction, je me remis à tourner les pages. J'arrivai à la fièvre typhoïde, m'informai des symptômes, et découvris que j'avais la fièvre typhoïde, que je devais l'avoir depuis des mois, sans le savoir. Me demandant ce que je pouvais bien avoir encore, j'arrivai à la danse de Saint-Guy, et découvris, comme je m'y attendais, que j'en souffrais aussi. Je commençai à trouver mon cas intéressant, et, déterminé à boire la coupe jusqu'à la lie, je repris depuis le début par ordre alphabétique, pour apprendre que j'avais contracté l'alopécie et que la période aiguë se déclarait dans une quinzaine environ. Le mal de Bright, je fus soulagé de le constater, je n'en souffrais que sous une forme bénigne, et pourrais vivre encore des années. Le choléra, je l'avais, avec des complications graves. Quant à la diphtérie, il ne faisait aucun doute que j'en étais atteint depuis la naissance. Consciencieux, je persévérais tout au long des 26 lettres de l'alphabet, et pour finir, il s'avéra que la seule maladie me manquant était bien l'idarthrose des femmes de chambre. J'en éprouvais quelque dépit tout d'abord. Cela me paraissait tenir d'une injustice. Pourquoi n'avais-je pas l'idarthrose des femmes de chambre? Pourquoi cette restriction? Mais au bout d'un moment, je me montrai moins exigeant. N'étais-je pas atteint de toutes les autres maladies connues de la pharmacopée? Je réfrénai mon avidité et résolus de me passer de l'idarthrose des femmes de chambre. La goutte, sous sa forme la plus pernicieuse, semblait-il, s'était emparée de moi à mon insu, et la zizomyce, j'en pâtissais naturellement depuis mon enfance. La zymosis, d'ailleurs, clôturait la liste des maladies. J'en conclus qu'après elle, je ne pouvais plus rien avoir d'autre. Je restais là, pensif. Quel cas intéressant que le mien, d'un point de vue médical. Quel sujet d'étude pour un cours de médecine. Nul besoin aux étudiants de courir les hôpitaux. J'étais une compilation vivante de toutes les maladies. Il leur suffirait de m'étudier sous tous les angles et sous toutes les coutures, puis de passer tranquillement leur diplôme. Je m'interrogeai ensuite sur mon espérance de vie. Je tentai de m'examiner moi-même et pris mon pouls. Néant. Pas la moindre pulsation. Puis, tout d'un coup, il parut démarrer. Je consultai ma montre et chronométrai les battements. 147 à la minute. J'essayai alors de sentir battre mon cœur et ne découvris qu'un vide accablant. Il s'était arrêté. J'ai fini depuis par me dire qu'il devait sans doute se trouver là malgré tout et battre comme celui de tout un chacun, mais je n'en mettrai pas ma main au feu.
Je me tâtai le devant du corps, depuis ce que j'appelle ma taille jusqu'à la tête, et fis une incursion sur les côtés ainsi que dans le dos. Mais je ne sentis ni n'entendis rien. Je me lançai dans l'examen de ma langue, la tirant aussi loin que possible et fermant un œil pour l'examiner de l'autre. Je ne pus, hélas, en voir que le bout, et le seul bénéfice qui m'en échut fut d'avoir plus que jamais la conviction d'être atteint de la fièvre scarlatine. J'étais entré dans cette salle de lecture avec l'enthousiasme que confèrent la jeunesse et la santé. J'en ressortis tel un vieillard décrépit. J'irai consulter mon médecin. C'est un vieil ami à moi. Quand je me figure que je suis malade, il me tâte le pouls, me regarde la langue, et me parle de la pluie et du beau temps, le tout gratis. Sûr que je lui rendrai un fier service en allant le voir. Un médecin a besoin de pratique, me dis-je. Je me mettrai à sa disposition et il en retirera une expérience supérieure à celle de 1700 malades réunis, de ces malades ordinaires qui n'ont qu'une ou deux maladies tout au plus. Je me rendis donc chez lui. « Eh bien, qu'as-tu donc » m'interrogea-t-il. « Tu sais, mon vieux, la vie est courte, et tu risquerais fort d'avoir achevé la tienne avant que j'aie fini de te raconter ce que j'ai. Je me contenterai donc de te dire ce que je n'ai pas. Je n'ai pas lit d'arthrose des femmes de chambre. Pourquoi cette lacune, je ne saurais l'expliquer. Mais le fait est là. Toutefois, je puis t'assurer que les autres maladies, je les ai toutes, de A à Z. » Je lui contai alors en détail comment j'en avais fait la découverte. Il me fit tirer la langue, y jeta un coup d'œil, me prit le pouls, m'assina une claque dans le dos au moment où je m'y attendais le moins, ce que j'appelle un coup en traître, puis y colla brutalement son oreille. Après quoi il s'assit, rédigea une ordonnance, la plia et me la remit. Je la fourrai dans ma poche et m'en allai. Je ne sortis l'ordonnance que pour la tendre au pharmacien le plus proche. Il la lut et me la rendit en s'excusant de ne pouvoir me satisfaire. « Vous n'êtes pas pharmacien ?» demandai-je. « Si, précisément, je tiens une pharmacie, mais pas un hôtel-restaurant. » me répondit-il. C'est alors seulement que je lus l'ordonnance. Voici ce qu'elle prescrivait. Une livre de beefsteak plus une pinte de bière brune toutes les 6 heures. Une promenade de 15 kilomètres chaque matin. Coucher à 11 heures précises chaque soir. Et ne te bourre donc pas le crâne avec des choses qui te dépassent. Je suivis les instructions. Résultat, ma vie fut sauve. Et cela dure toujours. Pour en revenir à la réclame des pilules pour le foie, j'avais dans ce cas précis, et sans aucun doute possible, tous les symptômes décrits, en particulier une répugnance générale au travail, sous toutes ses formes. Les mots me manquent pour dire mes souffrances sur ce plan. Dès ma première enfance, j'endurais le martyre. À l'école, cette maladie ne me quittait pas un seul jour. On ignorait alors que mon foie en était cause. La médecine était loin d'être aussi avancée qu'aujourd'hui, et on avait coutume d'accuser la paresse. « Quand vas-tu te secouer, satané petit fainéant ? Aurais-tu l'intention de rester un bon à rien toute ta vie ?» me disait-on, sans savoir bien entendu que j'étais malade. Et au lieu de me donner des pilules, on me flanquait des taloches. Aussi étrange qu'il y paraisse, ces taloches sur la tête avaient sur moi un effet salutaire. Hélas, très éphémère. J'ai souvent vérifié qu'elles agissaient sur mon foie et suscitaient en moi le goût de la besogne avec une efficacité bien plus grande que ne le fait aujourd'hui toute une boîte de comprimés. Il en va souvent ainsi, voyez-vous. Les remèdes de bonne femme sont quelquefois plus efficaces que tous ces produits pharmaceutiques. Nous restâmes donc là, mes 2 amis et moi, pendant une demi-heure, à nous décrire nos maladies respectives. J'expliquai à William Harris ce que je ressentais au lever, et William Harris nous entretint de ce qu'il éprouvait au coucher. Quant à George, il se livra sur le tapis à une démonstration de ce qu'il endurait la nuit. George, voyez-vous, s'imagine qu'il est malade. En réalité, il n'a rien du tout. George avait repris sa position assise quand Madame Poppets, notre logeuse, frappa à la porte pour savoir si nous désirions dîner. Nous échangeâmes tous 3 des sourires tristes et lui répondîmes que nous ferions l'effort d'avaler une bouchée ou 2.
Harris ajouta qu'un petit quelque chose dans l'estomac tient souvent la maladie en échec. Madame Poppès revint avec un plateau et nous nous traînâmes jusqu'à la table pour y grignoter un peu de rhum-steak aux oignons et de la tarte à la rhubarbe. Je devais être très affaibli à ce moment-là, car il ne s'était pas écoulé une demi-heure que je n'avais plus aucun intérêt pour mon assiette. Fait exceptionnel en ce qui me concerne, et que j'allais même jusqu'à me passer de fromage. Ce devoir accompli, nous remplîmes nos verres, allumâmes nos pipes et reprîmes la discussion sur notre état de santé. En fait, aucun de nous ne savait ce qu'il avait ou n'avait pas. Par contre, nous avions tous la certitude que le mal, quel qu'il fût, était la conséquence du surmenage. « Ce qu'il nous faut, c'est du repos, » dit Harris. « Du repos et un changement complet, » affirma George. L'excès de travail imposé à nos ménages a entraîné chez nous une dépression générale de l'organisme. Le dépaysement et une bonne grève de notre matière grise auront au fait de nous remettre d'aplomb. George a un cousin qui s'inscrit toujours comme étudiant en médecine sur les fiches d'hôtel, d'où cette manière doctorale d'exposer les choses qu'il semble avoir hérité de famille. J'approuvais l'idée de George et suggérais que nous devions chercher un petit coin tranquille, loin de la foule déchaînée, où nous goûterions une semaine radieuse à flâner dans les ruelles paisibles, un trou perdu, protégé par les fées, à l'abri du tumulte du monde, quelques pittoresques nids d'aigles perchés sur les falaises du temps, où l'on n'entendrait plus qu'à peine, dans le lointain, battre les flots houleux de notre 19e siècle trépidant. Harris déclara que nous sombrerions vite dans l'ennui. Il connaissait trop ce genre de patelin où l'on ne trouve plus un chat dans les rues passé 8 heures du soir, où il est impossible de se procurer, fût-ce à prix d'or ou d'argent, la moindre gazette du turfiste, et où il faut se taper 15 kilomètres ou plus pour bourrer sa pipe de son tabac favori. Non, dit-il, quand on cherche le repos et le dépaysement, rien de tel qu'une croisière en mer. Je désapprouvais fortement l'idée. Une croisière en mer n'a d'intérêt que si vous disposez de 2 bons mois, mais pour une semaine, c'est raté d'avance. Vous partez le lundi avec la conviction que vous allez bien en profiter. Vous saluez d'une main aérienne les amis restés sur le quai, allumez votre plus grosse pipe, et vous vous mettez à déambuler sur le pont comme si les âmes du capitaine Cook, de Sir Francis Drake et de Christophe Colomb réunis vous habitaient soudain. Le lendemain, vous regrettez déjà d'être venu. Le mercredi, le jeudi, le vendredi, vous souhaiteriez être mort. Le samedi, vous vous sentez en état d'avaler un peu de bouillon, de vous traîner jusqu'à une chaise longue sur le pont et de répondre avec un sourire pâle à tous les cœurs compatissants qui vous demandent si ça va mieux. Le dimanche, vos jambes vous portent à nouveau et votre estomac accepte une nourriture plus solide. Et le lundi matin, alors que valise et parapluie en main vous vous tenez à la coupée, attendant de débarquer, vous commencez enfin à vous sentir le pied marin. Un jour, mon beau-frère fit une petite croisière en mer pour sa santé. Il prit une cabine aller-retour Londres-Liverpool. À l'arrivée à Liverpool, il n'avait plus qu'un désir, revendre son billet de retour. Ce billet, il l'offrit dans toute la ville avec une réduction formidable, et finit par le céder à un jeune homme au teint bilieux à qui son médecin avait justement recommandé l'air de la mer et de prendre de l'exercice. « Ah, l'air de la mer !» lui dit mon beau-frère en lui pressant affectueusement le billet dans la main. « Mon brave, vous allez en respirer pour le restant de vos jours. Quant à l'exercice, vous en prendrez davantage accoudé au bastingage que si vous faisiez des sauts périlleux sur le plancher des bâches. » Lui, mon beau-frère, s'en revint par le train et déclara à l'arrivée que pour sa part, ce moyen de locomotion lui semblait parfaitement hygiénique. Une autre de mes connaissances partit pour une croisière d'1 semaine le long de la côte. Avant le départ, le maître d'hôtel vint lui demander s'il préférait régler chaque repas séparément ou payer d'avance un prix forfaitaire pour les 7 jours complets. Il lui recommanda cette dernière formule, comme beaucoup plus économique, car il serait nourri une semaine entière pour 2 livres et 5 shillings.